Retiens bien mon nom, Karine Molloy, accompagnante et mentor. Dans les 5 dernières années, j'ai accompagné des centaines de femmes en transition personnelle ou professionnelle. Ce qui me démarque du lot, ma capacité à me foutre royalement de l'opinion des autres, à foncer chercher ce que je désire en étant moi, sans excuse. T'es une femme qui sent que quelque chose doit changer mais qui se retient, qui manque de torque pour oser faire un move et qui passe en arrière-plan de sa propre vie. Hey, c'est ici que ça s'arrête. Bienvenue sur mon podcast Forte, insoumise et assumée. J'ai envie que tu incarnes cette femme qui ose dire ce qu'elle pense, révéler qui elle est, réclamer ce qu'elle veut et avancer sans s'excuser. Dans ce podcast, tu trouveras un espace sécuritaire pour comprendre et aborder tes peurs, tes doutes, tes blocages. Je t'amènerai à des prises de conscience puissantes pour identifier où tu te retiens encore. Tu trouveras des clés pratiques pour passer à l'action, même quand ça bouscule. On abordera le travail énergétique, quantique, spirituel, émotionnel, physique pour libérer ce qui t'alourdit et réaligner ton énergie. Ici, c'est direct, inspirant, lumineux, sans détour. Explore-toi, révèle-toi. C'est le moment d'aller chercher ce que tu veux réellement. Alors, je prends 1 minute avant de te diffuser l'épisode de podcast. Au moment où j'enregistre cet audio-là, ça fait déjà quelques jours que le podcast a été enregistré. Ça a été un podcast qui était extrêmement, extrêmement émotif. Beaucoup de vulnérabilité. Je me suis questionnée à savoir si j'allais le publier, étant donné que je me suis sentie très vulnérable de vous partager certaines choses. Mais après réflexion, ce que je nomme dans ce podcast-là, c'est aussi la transparence que je veux avoir avec vous. Donc oui, il y a des moments où ça va moins bien. Puis on finit toujours par retrouver la lumière. Donc, j'avais envie juste de faire cette petite introduction-là. Donc là, pense pas que je suis émotive tout le long de l'épisode du podcast, non. Mais c'est quand même un long épisode dont je suis très fière en bout de ligne parce que en revenant, après la fermeture de l'entreprise, ce que je souhaitais, c'est d'être totalement authentique avec ma communauté. Alors, je pense que tu vas être servi. Je te laisse écouter ça. Ciao! L'épisode d'aujourd'hui va être très, très intime. Je vais énormément me dévoiler. Je vais t'expliquer pourquoi cette année, en 2025, en théorie, j'aurais dû faire un burn-out. Tous les éléments étaient là pour que je fasse un burn-out. Je me suis sentie proche du burn-out, mais je vais t'expliquer comment ça s'est pas arrivé. L'épisode d'aujourd'hui il est inspiré d'un épisode de podcast que je viens d'écouter d'Alexina Durocher, que je suis depuis plusieurs années. Et Alexina, dans son dernier épisode de podcast, racontait que présentement, elle fait un burn-out. En toute intimité, vulnérabilité, grande générosité, elle partage avec ses auditrices et sa communauté pourquoi elle est en burn-out présentement, comment elle a fait finalement pour se rendre en burn-out, puis comment ça se passe actuellement. J'ai trouvé ça très inspirant et de l'écouter, en fait, ça m'a fait réaliser mon avancement sur le plan personnel. Des fois, il y a des choses comme ça qui font qu'on analyse notre vécu par rapport à ce qu'on entend. C'est ce que vous faites quand vous écoutez mes épisodes de podcast. Et ça m'a beaucoup inspirée justement à t'expliquer parce que moi, là, j'ai passé par une dépression majeure en 2009 et j'ai passé par un épisode vraiment de burn-out, épuisement complet en 2016. Et je t'explique aujourd'hui comment ça, mais qu'est-ce qui a été mon année 2025 finalement, tout ce que j'ai vécu cette année et qu'est-ce qui a fait que je suis pas tombée en burn-out finalement. J'ai flirté, mais comment j'ai fait pour ne pas tomber en burn-out, c'est que il y a des éléments que j'avais mis en place de ma dépression de 2009 et de mon burn-out de 2016
des éléments que j'avais mis en place, des stratégies que j'avais développées. Et étant donné que je les ai utilisées cette année et que, à l'âge que je suis rendue, 42 ans, mon vécu, vous le savez, écoutez le premier épisode de podcast si vous ne me connaissez pas, ça va vous donner une bonne idée de mon vécu. Ben, ça m'a permis, ces expériences-là, justement, de ne pas reproduire de burn-out cette année. Burn-out, pardon. Je l'ai magané. Donc, 2025, pardon. Vous voyez, hein, ça me... Ah! Je me sens vulnérable, fait que je m'enfarge dans mes mots. OK. 2025, ça a été une grosse année sur le plan personnel et professionnel. Ça a commencé par le fait que un de mes enfants a fait des choses. Je m'excuse, je deviens émue. Je le savais que ça arriverait. OK. Un de mes enfants a fait quelque chose qui a eu des conséquences sur sa vie puis sur la nôtre. Rien dans les notes de violence ou d'agression, là. Je veux pas que vous partiez de rumeurs, là. C'est pas dans ces eaux-là, mais ça a été quand même quelque chose qui nous a beaucoup secoués. Il y a eu des impacts suite à ça et on pensait que notre enfant aurait appris de ça. Ça n'a pas été le cas. Mais je vais juste faire les choses dans un ordre chronologique. Donc, en mars, il est arrivé ça. Il reste encore du travail à faire là-dessus. C'est pas tout à fait réglé. Donc, au mois de mars est arrivée cette situation-là. Bon, ce qui a entraîné beaucoup de pression dans la sphère familiale. Et au niveau du travail, on vivait d'autres difficultés. Parce que oui, présentement, j'ai un métier qu'on qualifie d'alimentaire, donc je ne vis pas à 100% de mes accompagnements pour l'instant. Et vous savez un peu pourquoi, avec toute l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, la fermeture de l'entreprise. Bon, vous écouterez le premier épisode, bref. Donc, mars, l'événement familial. Ensuite, au travail, c'était vraiment pas facile. On vivait une situation qui faisait en sorte que je m'étais vraiment refermée, où est-ce que je ne pouvais plus être moi-même par mesure de protection. Il y avait un contexte qui était pas facile. Puis je dirais pas plus de détails parce que je veux pas impliquer personne là-dedans. Mais sachez que sur le plan professionnel, c'était vraiment pas facile. J'avais perdu mon authenticité. J'avais perdu mon identité. Je m'étais énormément effacée. Énormément tue. Donc, ça a généré beaucoup de pression. OK? Donc, il y avait une pression sur le plan personnel et là, dans ma sphère professionnelle également. Et là aussi, sur le plan personnel, est arrivé qu'on a trouvé finalement notre maison de rêve qu'on cherchait depuis un bon 7-8 ans. Et là, on a trouvé notre maison de rêve au mois de mai. Et les choses ont dû se faire extrêmement rapidement parce qu'on était 2 acheteurs puis il y avait des conditions. Je vous épargne les détails, mais il y a eu beaucoup de stress pour l'achat de la propriété dans laquelle on est présentement. Et on devait vendre notre propriété très rapidement aussi, ce qui a impliqué vraiment beaucoup de choses, de mettre à jour la maison, les petits travaux, faire le grand ménage, tout faire soi-même, les démarches avec l'agente immobilière d'un côté, de l'autre. Beaucoup de pression dans ce plan personnel, ce qui a créé aussi de la pression au niveau du couple, bien sûr, parce qu'on vit pas les choses de la même façon, chacun dans notre couple, hein. Fait que mon conjoint a ses enjeux, j'ai mes enjeux, on est humains, on a chacun nos enjeux, donc on mélange puis on brasse tout ça ensemble. Donc, du côté enfant, c'était difficile, du côté personnel du couple et du côté professionnel, il y avait de la pression de tous les côtés, OK?
Et en plus de ça, je m'étais lancée dans l'aventure d'être célébrante pour le mariage d'une de mes meilleures amies. Et ce qui a entraîné, il y a eu deux enterrements de vie de fille, la création de la cérémonie, j'étais célébrante, il y a eu des démarches légales. J'ai fait le bachelorette chez nous malgré tout ce que je vivais. Ça a été une pression assez intense aussi, cet épisode-là. Et je le refais demain matin parce que j'adore mon ami puis je suis contente de l'avoir fait, sauf que au niveau du timing, c'était vraiment pas l'idéal. Donc, là, je commençais vraiment, j'étais à bout de nerfs, OK, avec tout ce que j'avais vécu déjà. Et là, s'est passé le déménagement, donc déménager d'une maison à une autre, le stress que tout ce que ça apporte et le charge de travail, OK? Et là, au moment où je pensais qu'enfin, on allait souffler un peu, est arrivé un autre épisode avec mon enfant qui avait fait une première niaiserie au mois de mars. Est arrivé une deuxième niaiserie au mois d'août, à 6 jours avant ses 18 ans. Et ça a été le coup de grâce. Il y a eu des impacts par rapport à ce qu'il a fait. Encore, je vous le dis, inventez pas d'histoire, il n'y a pas d'épisode de violence ou d'agression de quoi que ce soit. Dans plusieurs années, on va peut-être en rire puis dire c'est une erreur de jeunesse, mais honnêtement, en tant que parent, je pense pas qu'un jour je vais vraiment rire de ça de bon cœur, là. Ça a été vraiment horrible, qu'est-ce qu'on a vécu. Désolée. Hey my God, si je publie ça, là, ça va être un grand partage que je vous fais, je vous le dis. Puis là, vous vous dites peut-être, Karine, pourquoi tu t'exposes autant? C'est un peu ridicule, tu sais. Pourquoi tu t'exposes autant? N'importe qui peut écouter ça, tu sais. Mais je le partage parce que je veux que vous sachiez que même s'il nous arrive les pires merdes dans la vie, puis que peut-être en ce moment, vous êtes dans une période où vous vous dites « Aïe, aïe, tout me tombe dessus. » On dirait qu'il n'y a rien qui va bien. Est-ce qu'un jour, ça va bien aller? La réponse est oui. Là, j'ai pas l'air d'aller bien de même parce que je me replonge dedans. Mais je vous assure que ça va bien aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je fais ça puis que je m'expose autant. C'est parce que je veux servir puis je veux servir ma mission. Mon rôle, c'est de vous accompagner. Mon rôle, c'est de vous accompagner à faire en sorte que votre vie soit à la hauteur de ce que vous voulez puis que vous réussissiez à transformer ce qui a à être transformé dans ce que vous vivez. Puis c'est pas vrai parce que je fais ce métier-là d'accompagner les femmes à créer une vie qui est à leur image, autant dans le bien-être qu'elles veulent ressentir que dans matériellement ce qu'elles ont envie de créer. Ben c'est pas vrai que moi je passe par aucune épreuve. C'est mes épreuves et les apprentissages que j'en tire qui font en sorte que je peux bien vous accompagner. Et je pense que c'est de la transparence de vous montrer que moi aussi, j'en vis de la marde, OK? Puis moi aussi, j'en vis des épreuves. Puis qu'est-ce que je vous annonce, puis que je vous parle, puis je vous partage, c'est pas parce que j'ai une vie parfaite puis que tout va bien. Non, c'est parce que moi aussi, j'en traverse des choses qui sont pas faciles. Des choses que je pensais jamais vivre puis que je dois vivre. Puis j'ai réussi à passer au travers en tirant des leçons puis en étant grandi de ça. Et c'est ce qui fait que j'ai la capacité de bien vous accompagner parce que je le sais par quoi vous passez. Donc, est arrivée la deuxième niaiserie de mon enfant qui a eu des répercussions importantes et qui nous ont remis parfois en question en tant que parents. Fondamentalement, je le sais
que j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que parent, puis j'ai été un excellent parent, mon conjoint aussi. Et c'est sûr qu'on peut pas s'empêcher de se demander, est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait les bonnes choses? Est-ce que j'aurais pu faire plus? Est-ce que? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se rende compte que nos enfants, ils font leur propre choix et ils prennent leurs propres décisions à un moment donné. Et il y a une limite à ce qu'on peut gérer dans leur vie et ils doivent aussi, eux, assumer les conséquences de leurs actes. Donc, bref, est revenu un deuxième événement difficile, marquant. Et quand ça s'est arrivé, j'étais déjà on the edge. J'étais vraiment comme au bout d'un cap. Puis je me disais, je suis à veille de chavirer. Dans le sens où il n'y avait pas d'idéation suicidaire comme quand j'ai fait ma dépression majeure, c'était autre chose. Mais c'était comme, je peux plus en prendre. Mon système nerveux était à côté dans la barrure, c'est-à-dire que je pouvais plus aller plus haut. J'étais en hypervigilance constante, j'étais toujours sur les dents, je pognais les nerfs à rien. À la maison, au travail, je faisais tout en mon pouvoir pour me contenir malgré ce qui se passait aussi au travail. Donc, ça a été... Honnêtement, j'étais vraiment on the edge, puis je me suis dit, OK, Karine, là, il faut qu'il se passe quelque chose parce que là, tu vas basculer. Et pour avoir été en dépression majeure, pour avoir déjà vécu un premier burn-out en 2016, fin 2016, je me suis dit, pas question que je repasse par là. Pas question que je revive ça. Pas question que je retombe encore en arrêt de travail, puis que là, je sois chez nous à ruminer. C'était pas ce que j'avais de besoin, OK? Et là, attention, je dis pas que c'est pas correct les arrêts de travail, je dis pas qu'il faut que ce soit ça, parce que j'en ai déjà demandé un à un moment donné, je me sentais sur le bord de chavirer, j'ai demandé un temps d'arrêt, je suis partie 4 semaines, ça fait du bien, je suis revenue, c'est ce que j'avais besoin. J'ai pas attendu de me rendre complètement au burn-out. Et là, j'ai fait la même chose. Mais avec tout ce qui se passait, la charge, je vous raconte pas la charge que j'avais sur les épaules. Vous savez, en tant que femme, on porte une charge que même si on essaye que ce soit égal avec le conjoint, qu'on essaye de partager, on a une grosse charge mentale. J'haïs ça, dire ça, j'ai l'impression de répéter quelque chose que tout le monde sait déjà, puis j'ai l'impression de diluer le message. Mais, crif, c'est ça, là. Elle est là, la maudite charge mentale, OK? Elle est là. Elle existe. C'est ça. C'est la réalité. Tout ce que je portais sur les épaules, et là, est arrivé des enjeux au niveau du revêtement extérieur de la propriété qu'on a acheté. Et là, ça a créé un stress beaucoup chez mon conjoint. Moi, je vivais très bien avec ça, mais c'est mon conjoint qui, lui, vivait pas bien avec ça. Donc, ça a créé un gros stress chez lui qui s'est répercuté sur moi. Donc, quand je vous dis que mon système nerveux, là, j'étais en hypervigilance toujours. J'étais en mode survie. J'avais l'impression que je me sortirais jamais de ça. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? OK, quand je me suis vue, là, OK, je me suis regardée dans le miroir, là. Ça faisait des jours que je dormais presque pas parce que là, il y a eu l'événement avec mon enfant qui était comme... pas le déclencheur, mais c'était comme la goutte qui faisait déborder le vase. J'étais plus capable d'en prendre. Puis là, ça, c'est arrivé, puis ça m'a tuée. Ça m'a tuée. Et là, je me suis dit, il n'est pas question que tu tombes. Puis il n'est pas question que tu tombes à cause de ton enfant parce qu'il a fait des choix de marde. OK? Il faut que tu fasses de quoi. Et là, c'est là que les réflexes sont embarqués de comment je vais prendre soin de moi avant d'avoir à prendre un arrêt de travail, me rouler en petite boule, dormir toute la journée, être malade.
comment je vais arriver à ne pas me rendre là? C'est le moment, Karine, de sortir tes skills. Parce que tout ce temps-là, là, je continue à faire du sport. J'ai continué à bien m'alimenter en 2025. Là, je faisais du sport. 1 fois par semaine, j'allais à mon cours de pôle. Je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine en dehors de ça. Bonne alimentation. Je buvais mes 2 litres d'eau par jour. Je dormais bien. J'avais une hygiène de vie, là, irréprochable, tu sais. Vraiment, là, je voyais des amis. J'ai un bon cercle social. J'ai des bons amis, des bonnes amies sur qui je peux compter. Vraiment, là, malgré tout ce que je vivais comme pression, je gardais une bonne hygiène de vie, là. Fait que c'est pas parce que je m'occupais pas de moi, pas parce que je faisais pas d'activité pour moi, pas parce que je prenais pas de temps pour moi, rien de ça. Mais c'est toute la pression extérieure qui a fait en sorte que malgré, imaginez-vous, là, j'étais bien équipée, là, la fille adore bien, elle fait du sport, elle s'entraîne, elle mange bien, elle boit de l'eau, elle a une vie sociale, elle a des intérêts, elle fait des choses qu'elle aime, elle fait de la peinture, elle fait de la broderie, elle fait du macramé, non, je fais pas de macramé, mais quasiment. Tu sais, j'avais tout ça, là, puis malgré tout ça, j'en suis arrivée à être sur le bord du burn-out au mois de septembre 2025. Là, on est en novembre 2025. Fait qu'imaginez, en plus, si j'avais pas eu des bonnes habitudes, c'est à longtemps que j'aurais fait un burn-out, là. J'aurais été en burn-out genre au mois de mai, là. Mais j'ai une bonne hygiène de vie, j'ai des bons réflexes que j'ai développés avec le temps, je prends du temps pour moi, OK? Mais là, c'était juste trop, rendu au mois de septembre. Première chose que j'ai fait, j'en ai parlé. J'ai parlé de ce que je vivais. On a tendance à se refermer vers soi quand on vit quelque chose de difficile. Moi, je le sais, une de mes amies, ça m'écoute, elle va se reconnaître. Quand elle vit des choses difficiles, elle en parle pas. Ça fait un bout de temps, là, honnêtement, quand ça fait une semaine, j'ai pas de ses nouvelles, je fais « Oh, il se passe quelque chose. » Puis je la sens de loin, là. Puis là, j'ai envoyé un message « Hey, salut, ça va? Il se passe de quoi? » Je prends de ses nouvelles. Moi, c'est la même chose. J'avais tendance à m'isoler quand ça allait pas bien. J'avais tendance à me replier sur moi, OK? Puis c'est un réflexe qu'on a comme... J'ai l'impression que c'est comme primaire, là. C'est menaçant de dire qu'on va pas bien. Fait qu'étant donné que c'est menaçant, notre corps prend ça pour une menace, donc on se replie sur soi. Puis là, il faut être vraiment contre-instinctif, parce que notre instinct nous fait nous replier sur soi. Il faut en parler. Puis là, pas nécessaire d'aller consulter tout de suite. Si tu sens le besoin, go, vas-y. Mais sinon, ça peut être juste de parler à une amie. « Hey, ça va pas. Voici ce que je vis. » Puis prends le temps. Tu sais, fais pas juste « Ah, salut, ça va? » Puis la personne te dit « Ah oui, ça va, toi? » Puis tu fais comme « Ah ouais, mais c'est pas facile, mais haha, c'est pas grave, là, on va continuer. » Non! Assume! Allô? Je vais dire n'importe quoi. Allô, Mélanie? J'espère que tu vas bien. De mon côté, il y a des choses difficiles. Est-ce qu'il y a un moment où on pourrait se parler? J'aurais besoin d'en jaser. Sois clair. Pense pas que les gens vont lire dans ta tête que ça va pas puis que tu as des choses à dire. Dis-le. C'est important. Je vis quelque chose de difficile. Est-ce qu'on a un moment pour jaser, s'il te plaît? Moi, ça a été mon premier réflexe. J'en ai parlé tout de suite. J'ai pas niaisé. Puis j'en ai pas parlé juste à une personne. J'en ai parlé à plusieurs personnes parce que je voulais pas écœurer toujours la même personne. Parce que des fois, tu parles à une personne, mais quand ça fait genre 10 jours que tu vis une situation intense, puis que 10 jours tu parles à la même personne, ça se peut qu'elle t'écœure à un moment donné. Fait que j'en ai parlé à quelques personnes de confiance, des personnes que je savais qui ne me jugeraient pas. Et ça, c'est important. Premièrement, d'en parler quand tu commences à sentir que c'est difficile. Pas quand tu es sur le bord de te garrocher en bas du cap. Quand ça commence à aller pas bien, tout de suite, parle-en. Ensuite, choisis ta personne à qui t'en parles. Moi, il y a des personnes à qui j'en ai pas parlé, surtout des membres de ma famille, parce que je savais qu'ils portaient des jugements sur certains aspects. OK, je les adore, ils ont plein de qualités, mais pour
un sujet en particulier, je le savais qu'il serait pas d'une bonne écoute, je le savais qu'il aurait porté des jugements, puis il aurait été tellement émotif dans la situation que j'aurais pas eu le soutien nécessaire. C'est moi qui aurait fallu qu'il soutienne. Fait que là, j'ai fait, non, je n'ai pas besoin de ça. Fait que je vais parler à des gens que je sais qu'ils vont m'apporter leur support. Donc, choisis à qui t'en parles, aux bonnes personnes. Ensuite, ce que j'ai fait, même si c'était pas la joie au travail, j'en ai parlé à mon employeur. Je savais que ma direction, elle était à l'écoute. Pour ça, elle était très à l'écoute. Et là, j'en ai parlé. Je dis, écoute, là, ça va pas du tout. Puis là, elle m'a vu à la face. Je dis, je te jure, je t'avais de partir en maladie. C'est difficile. Elle m'a dit, OK, viens, on va aller prendre une marche. Parce que notre bureau, c'est juste à air ouverte, là. Il n'y a aucune intimité. Elle dit, on va aller prendre une marche. Et là, on est allé marcher, puis là, j'ai raconté qu'est-ce qui se passait dans les grandes lignes. Je peux aller dans les micro-détails, mais les grandes lignes. Elle savait le déménagement, elle savait qu'est-ce qui s'était passé au mois de mars, elle savait beaucoup de choses, l'achat de la maison. Jamais dans les grands détails, mais elle savait les grandes lignes. Donc là, je dis, écoute, là, il s'est passé telle affaire avec mon enfant. C'est la goutte qui fait déborder le vase. En ce moment, je ne sais même pas comment je fais pour être au bureau parce que je suis l'ombre de moi-même. Ça va pas. Est-ce que c'est possible de diminuer mes heures? Est-ce que je peux me prendre des maladies? Est-ce que je peux mettre des journées de vacances? J'avais quelques petites choses déjà bookées à mon horaire. J'ai dit ça, je suis prête à les faire, c'est correct. Mais le reste, je passerai free, puis je prendrai le reste en maladie puis en congé, si ça te va. Elle m'a dit, regarde, fais ce que tu peux, le reste, tu me mets tout ça en maladie, en journée personnelle, passe ton temps accumulé, puis après ça, mets des vacances. Après ça, on verra. Si tu as besoin d'un arrêt, tu prendras un arrêt avec ton médecin, il n'y a pas de problème. Donc, j'en ai parlé à elle aussi. J'en ai parlé parce que je savais qu'elle est en ouverture. Si je savais qu'il n'y aurait pas eu d'ouverture, puis ça aurait été du chiolage, puis oui, mais là, l'équipe, machin, on le sait, là, que notre boss, elle n'a pas à savoir les détails, puis on peut juste arriver avec un billet médical, puis elle n'a pas de questions à poser. Mais moi, dans ma situation, j'étais à l'aise de le faire parce que je savais qu'il y avait de l'ouverture, puis on est dans un milieu qui est communautaire, il y a plus de flexibilité. Mon équipe de travail, c'est devenu des amis. Donc, elle savait en background ce que je vivais. Alors, tu sais, j'ai eu beaucoup de soutien de mon employeur, mais parce que j'en ai parlé, j'aurais pu ne pas en parler puis faire comme « moi, je vais faire une femme forte de moi, là, puis je veux pas que ça paraisse, puis je dirai rien, là, puis je vais pleurer en cachette dans mon auto, puis c'est ça, tu sais. » J'aurais pu faire ça. L'ancienne Karine, genre de 2009 ou 2016, ça aurait été ça. Non, je vais continuer, je vais faire comme si de rien n'était, je vais prouver au monde que je suis forte, puis il faut pas que je laisse voir que j'ai des failles, puis tu sais, je vais passer au travers, go, go, go. Ça aurait été l'ancienne moi. 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, c'est l'expérience qui fait en sorte que là, je le sais, c'est pas un signe de faiblesse, c'est même une force. Je t'en ai parlé dans le paradigme de la femme forte, le nouveau paradigme. La femme forte, c'est la femme qui est capable d'avouer qu'elle est vulnérable. C'est la femme qui est capable de dire que ça va pas. Qui est capable d'exposer un peu sa vulnérabilité puis de partager avec les gens ce qu'elle vit parce qu'elle se sent en confiance. C'est toujours un choix. On fait attention aux personnes, comme je vous dis, à qui on parle. Mais vos amis, les gens qui sont là pour vous, justement, sont là pour vous. Pas juste quand ça va bien. Puis sinon, s'ils sont pas là, vous allez pouvoir faire du ménage. Ça va vous indiquer que c'est un ami de marde. Si elle n'est pas capable de te soutenir dans les moments où ça va pas bien, c'est un ami de marde. À moins qu'elle-même vive une crise dans sa vie, là, on s'entend, là. Mais elle, mettons, ça va assez bien dans sa vie. Elle n'a pas trop de soucis. Puis là, elle n'est pas capable de te soutenir, toi, quand ça va pas bien. Elle est juste ton amie quand ça va bien. Houston, we have a problem. Fait que si jamais tu parles à des gens puis qui sont même pas capables de te soutenir quand tu vas pas bien, tu pourras faire un ménage. Donc, deuxième affaire, c'est que j'en ai parlé à mon employeur, qui a été très ouverte et qui a proposé
un éventail de solutions pour moi. OK? Et je me sentais capable de continuer à travailler parce que j'avais cette flexibilité-là. Ça m'a enlevé de la pression, vraiment beaucoup. Et aussi, j'étais pas directement avec la clientèle parce que mon métier d'éducatrice spécialisée a longtemps fait que j'étais en contact direct avec la clientèle. Donc, c'est sûr, si j'avais travaillé dans une école avec des enfants en difficulté pendant que je vivais cette période-là, il est fort possible que j'aurais pris comme 2-3 semaines de maladie, 4 semaines d'arrêt de travail pour pouvoir me remettre en shape parce que j'aurais pas été en mesure de travailler avec des jeunes en difficulté. Mais ça aurait été des interventions de marde. J'étais pas disponible émotivement. Mais là, dû au type de travail que je fais, et je ne suis pas directement avec la clientèle, je suis en parallèle, je pouvais continuer à travailler. Ça a été le réflexe que j'ai eu d'en discuter avec mon employeur. Ça a été génial. Fait que de un, parle-en bonne personne, mon premier réflexe, ça a été, je vais en parler à des amis. Comme je vous dis, c'est pas un réflexe qui est instinctif, c'est un réflexe qui est contre-instinctif. Au lieu de me replier sur moi-même, comme j'aurais fait d'instinct, je me suis forcée à en parler. Puis ça, je veux revenir là-dessus, là. Je passe du coq à l'âne, mais c'est vraiment important. Quand t'en parles, ce que ça fait, c'est que moi, ce que ça me fait, c'est comme si je me mettais des balises de protection contre moi-même. Parce que quand tu vas vraiment pas bien puis t'en parles, après ça, les gens autour de toi vont faire des suivis normalement. Tu sais, mettons, là, j'ai parlé de qu'est-ce qui s'était passé. On était en situation de crise familiale, mais c'était vraiment ça, c'est une crise familiale. J'en ai parlé à mes amis, ce qui a fait que, OK, là, on m'écrivait le soir, salut, ça va, comment était ta journée? Comment tu te sens? Le lendemain, j'avais un autre ami, hey, comment ça s'est passé hier? OK, parce qu'il y avait différentes démarches dans lesquelles on a dû rentrer à cause des événements. OK, comment ça s'est passé? Tel rendez-vous, telle rencontre. OK, maintenant, qu'est-ce qui se passe? OK, est-ce que y a-t-il une manière qu'on peut t'aider? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Donc, le fait d'en parler, pour moi, c'est comme si je mets des sentinelles autour de moi. C'est des gens, c'est vraiment comme je me protège de moi-même. Je me protège de l'isolement que je risque de me faire. Fait qu'en parlant, c'est sûr qu'ils vont me demander des nouvelles. Fait que je me protège. Je me protège de moi-même puis de me mettre dans mon petit cocon puis de pas en parler à personne puis de vivre ça tout seul. Fait que ça, c'est se protéger contre soi-même. Puis ça, c'est un réflexe que j'ai développé avec le temps. De me forcer à en parler à au moins 2, si c'est pas 3 personnes, pour justement me faire des petits qui vont me faire des check-ups sur mon état. Et là, je passe sous silence, là, tu sais, tout le bienfait que ça a, évidemment, de parler aux gens, d'avoir des feedbacks, d'avoir des gens qui t'épaulent, qui t'encouragent, qui te sécurisent, il y a tout le bien-être que ça apporte, là. Mais c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, mais on n'oublie pas ça. Parler à ma supérieure. Ensuite, d'accueillir mes émotions. Ça a l'air simple de même. Mais oui, j'accueille mes émotions. Là, quand je vis quelque chose, là, je prends le temps. Là, ben oui, je me sens en colère. Gna, gna, gna. C'est pas juste ça, accueillir ses émotions. Oui, les accueillir, c'est de pas les juger. Au lieu de se taper sur la tomate. Tu sais, j'ai traversé par de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la déception. Il y a beaucoup de nuances dans les émotions. Puis des fois, on peut passer de un à l'autre rapidement. OK? Puis revenir à une émotion. C'est pas parce que j'ai eu de la colère qu'elle reviendra pas. Je peux avoir de la colère, de la honte, de la culpabilité, revenir à la colère, revenir à la tristesse, revenir dans un peu de joie, après ça, repasser par la honte, la culpabilité. Tu sais, il y a plein d'affaires, là. Donc, d'accueillir ce que je vis, de tenter le plus possible de ne pas me juger là-dedans et de les exprimer. Et ça, c'est quelque chose que je trouve difficile à l'âge adulte, plus avancé, 42 ans, plus de sagesse, moins d'impulsivité. Moi, ce que j'ai remarqué en jasant avec des femmes de ma tranche d'âge, on va dire le 35-45, mais je te dirais non, pas vrai. Je trouve le 40-55, OK?
J'ai beaucoup de clientes dans ces âges-là. Et j'ai beaucoup de clientes qui, comme moi, ont de la difficulté à pleurer maintenant. Puis ça, c'est vraiment... Je peux pas dire pourquoi ça arrive, parce que, bien honnêtement, je suis encore très émotive. La peine, pleurer, j'ai beaucoup de difficultés à pleurer. J'ai beaucoup de clientes, d'amis qui sont comme moi. Karine, je suis pas capable de pleurer. Il y en a qui, comme moi, avant, pleuraient très, très, très facilement, puis maintenant ne sont plus capables de pleurer. Puis où il y a des filles qui ont comme jamais été du genre à pleurer. Et pleurer, ça fait crissement du bien. Hostie que ça fait du bien pleurer. Ça fait du bien au corps. Tu relâches des tensions. Puis il y a beaucoup de situations que j'ai vécues dans ma vie dans les dernières années où j'avais envie de pleurer, j'étais pas capable de pleurer. Genre, je sens l'émotion monter un petit peu, puis tout de suite, elle est comme coupée. Puis je reste avec un état de tristesse. Je suis pas capable de pleurer. Et là, à un moment donné, je me suis dit, ça suffit, je vais faire un test. Est-ce que c'est plus facile, un coup que j'ai pleuré, la situation? Tu sais, de passer l'émotion en pleurant, est-ce que c'est plus facile que de la garder puis essayer de la passer de différentes manières, tu sais? J'ai testé à un moment donné d'écouter une chanson, mettons pendant que je vis quelque chose de difficile, écouter une chanson super triste. Et là, ça me faisait pleurer et c'était comme un déclencheur. J'avais juste besoin de quelque chose pour m'aider à déclencher, là. Puis après ça, je pleure ma vie. Moi, j'appelle ça la grande braille. OK? Moi, c'est de même j'appelle ça. C'est comme t'ouvres les barrages, là. Tu sais, les barrages d'Hydro-Québec, là. Hein, pour faire de l'hydroélectricité. Hein, on met le barrage, l'eau est là, puis l'eau est retenue, puis hein, elle refoule, en puissance pour faire du courant. Mais là, toi, tu refuses. Tu refoules tes émotions. Tu refoules ta tristesse. Tu refoules. Puis si tu me dis, oui, mais moi, Karine, là, c'est la colère. Je me sens en colère. Je me sens souvent en colère. C'est difficile d'exprimer la colère. Mais la colère, je t'annonce, c'est une émotion parapluie. La colère, là, ce qui est caché en dessous, c'est de la peine, c'est de la tristesse. La colère n'est pas une émotion primaire. Elle cache la tristesse. Fait que quand t'es vraiment en tabarnak après une situation, puis tu cultives la colère parce que c'est plus facile à cultiver la colère, c'est plus facile de vivre avec la colère qu'avec la peine. Dans le sens que socialement. Tu sais, quelqu'un qui dit hey, « moi, je suis en tabarnak », c'est plus sexy que quelqu'un qui fait « Ah, moi, j'ai de la peine, j'ai de la tristesse. » Socialement, la colère est plus acceptée que la peine. Et en tant qu'humain, on a beaucoup plus de facilité à vivre avec la colère. C'est beaucoup moins confrontant. Parce que la colère, on la met vers l'extérieur. On la projette vers l'extérieur. Des fois, elle est contre nous-mêmes, mais comme projetée. Tandis que la peine, la tristesse, elle est très interne. C'est très intériorisé. Ça fait mal. Et c'est dur à ressentir. Donc là, j'ai fait le test de la grande braille avec une chanson triste. Et là, ça l'a ouvert un barrage il y a quelques années. Alors là, j'ai compris que si je sens à un moment donné que j'ai beaucoup de peine d'accumuler puis je suis pas capable de pleurer, je fais exprès. OK, je vais vous le dire. Je vais vous dire comment ça s'est exprimé, OK, cette année. Quand s'est passé l'événement marquant avec mon enfant en août, à un moment donné, c'était juste too much puis j'étais pas capable de pleurer. Puis je me disais, là, faut que je pleure. J'ai tellement de peine en moi. J'ai vécu tellement de détresse, de sentiments d'impuissance, Ça a été la plus grande peine de ma vie que j'ai vécue. Parce qu'il y avait tellement de choses impliquées là-dedans. Je suis partie en voiture. J'ai mis une chanson triste, puis je me suis dit, je n'arrête pas de rouler tant que je n'ai pas tout pleuré ce que j'avais à pleurer. J'ai mis une chanson triste, et là, j'ai roulé. J'ai tellement pleuré, je hurlais dans l'auto. Je hurlais. Tout a sorti. J'ai hurlé, j'ai crié. C'est très intime ce que je vous raconte là. Mais je vous le dis, ce que j'ai fait pour ne pas arriver au putain de burn-out. Les moyens que j'ai pris.
J'ai mis ma musique triste. J'étais allée dans la voiture et j'ai roulé. J'ai pleuré. J'ai crié. Mais comme jamais. Crier, là, ça venait de mes entrailles. Parce que ce que je vivais, ça partait de mes tripes. Quand ça concerne nos enfants, ça vient nous chercher dans les tripes. C'est le plus profond de notre être. Et j'ai tellement crié. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Puis même des fois, j'étais comme, est-ce que je peux pleurer encore? Je le sais pas. Je remettais la même chanson. J'ai mis la chanson en boucle et en boucle et en boucle pendant environ 45 minutes. C'était pas chic. Mais c'était pas l'objectif. Et ça m'a fait tellement de bien. Est-ce que j'avais moins de peine après? Je vivais quand même encore beaucoup de peine. Par contre, ça a fait vraiment du bien à mon système. Ça m'a permis de me régulariser. Ça l'a permis de faire redescendre la pression. Ça l'a permis que je puisse enfin juste m'apaiser un peu. Avec tout ce que j'avais vécu dans la dernière année, toute la pression, toutes les émotions, tout ce que j'avais eu à gérer, tout a sorti. J'avais plus de voix le lendemain matin. Oui, j'avais les yeux bouffés. Mais ça m'a fait vraiment du bien. Parce que je me suis permis d'être là avec moi-même, sans jugement, puis de laisser sortir tout ce qu'il y avait à sortir. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Pourquoi? Parce que même si on est toute seule dans notre voiture, on se sent vulnérable. On se juge même parfois. Comme Jack-là, là, dans l'auto, elle pleure toute seule, puis elle hurle comme une estime malade mentale. Excusez-moi l'expression, là, mais vous comprenez, là. C'est une expression. C'était de la détresse. Mais il fallait que ça sorte. Je pouvais pas juste garder ça en moi. J'aurais fini, ça m'aurait grugé par en dedans. Comprenez? Ça pouvait pas rester en dedans, tout ça, cette colère-là, ces émotions-là, ça pouvait pas rester en dedans. Parce que, là, j'avais mon enfant à soutenir malgré tout là-dedans. Il y avait des démarches qui étaient entreprises, je devais avoir la tête froide, je devais analyser ce qui était le mieux, il y a eu beaucoup de choses, puis je donne pas de détails, c'est voulu, parce que c'est la vie de mon enfant. Donc ça, d'avoir été capable de libérer cette charge émotionnelle-là, je sais que vous m'entendez, puis peut-être qu'il y en a parmi vous qui font comme « Hi, je serai jamais capable de faire ça. » Essaye-le. Essaye-le. Ça fait tellement de bien, là. Il y a personne, t'es dans ton auto, tu roules, il y a personne qui t'entend. Il y a personne qui t'entend, il y a personne qui te voit, va sur l'autoroute, là. Il y a personne qui te regarde pendant que tu roules sur l'autoroute. Moi, en plus, j'étais allée le soir. Il faisait noir. Il faisait noir, là, sur l'autoroute. Il n'y a pas personne qui te regarde. Je roulais genre 98, 95, là. J'étais pas à 125 en train de pleurer, là. Va-t'en sur un chemin de campagne, là, tu sais. Dans le noir. Puis pleure tout ce que t'as pleuré. Crie tout ce que t'as crié. Ça fait du bien. On peut pas crier. Quand on est enfant, on a le droit de crier. Le jeune là, de 3-4 ans qui fait une crise, il se met à crier, c'est super. Il exprime son émotion, hein? Puis là, on le chicane, puis il faut pas faire ça, puis il faut faire ça de façon adéquate, blablabla. Mais en tant qu'adulte, là, quand est-ce la dernière fois que t'as pu hurler, puis crier, puis envoyer chier tout le monde? Jamais. Ou rarement. Ou c'était vraiment pas adéquat socialement. Là, dans ton auto, tu peux pas faire de peine à personne. Tu peux pas... personne peut te juger à part toi-même. Ça a tellement été libérateur de libérer justement cette pression-là. Fait que ça, c'est un autre élément qui a fait que je suis pas arrivée au burn-out. Parce que je me suis permis de vivre mon émotion, là, mais à fond, là. À fond. Comme jamais.
Donc, parle-en aux bonnes personnes, si possible, avec ton employeur pour tenter d'accommoder pour que tu sentes moins de pression au travail. Ensuite, libère tes émotions, accueille-les, respecte-les, porte le moins de jugement possible, puis libère tes émotions. Là, moi, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai écrit aussi. J'ai écrit, je me sens comme ça, nanana, c'est de la merde, nanana. Pensez-vous que j'écris puis je suis comme, je vis cette situation, mais je crois que cela va bien aller, je vais quand même réussir à m'en sortir car je suis une femme forte. Hell no! Genre, j'écrivais là, c'est de la merde, nanana. Je me défoulais, mais fallait que ça sorte. Ça pouvait pas. C'est ça qui arrive quand tu te rends au burn-out, c'est que tu gardes tout en dedans. Toutes tes émotions, tu les gardes en dedans. Tu veux pas que les gens sachent. T'as honte. Tu penses qu'il faut que ça être forte, faut rester forte. On fait tout le contraire de qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'on arrive au burn-out. Puis encore là, je te dis pas que je suis à l'abri, là. Ça se peut bien, là, quand je te parle dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, je dis « Hey, je viens de me taper un burn-out. » Je dis pas que je suis immunisée contre ça puis que j'ai la recette miracle, là. Mais je te parle de qu'est-ce qui a fait que j'ai évité le burn-out, ça a été ça. OK? Puis en plus de ça, là, en plus d'avoir libéré mes émotions à l'écrit, en criant, en parlant avec des amis, j'ai commencé à faire excusez, je vais le dire, parce que j'ai comme plein de choses qui arrivent en même temps, puis en même temps, je suis fatiguée parce que j'ai pleuré, puis je pensais pas que ça arriverait. Bon, ce que je voulais en venir, oui, c'est que j'ai travaillé à apaiser mon système nerveux. OK? À le réguler. Là, quand j'ai crié, puis j'ai pleuré, puis j'ai écrit, là, ça a fait descendre une partie. Fait que là, je me suis dit, là, je vais mieux me gérer le système nerveux parce que je veux pas revenir jusque-là. J'ai fait des exercices de respiration. J'ai fait de la méditation guidée. Parce que méditation tout court, pour moi, c'est difficile pour moi, la méditation tout court, là. Donc, j'ai fait des méditations guidées. Ensuite de ça, je me suis forcée à faire des choses que j'aime, mais des choses qui sont pas trop exigeantes, OK? Tu le sais, je suis artiste peintre, ça fait longtemps. J'avais pas l'énergie de commencer des tableaux, mais vous savez que je suis quelqu'un de créatif, donc j'avais du matériel pour faire des bijoux, donc j'ai fait qu'est-ce que je pourrais faire pour m'occuper la tête en ce moment, mais sans que ça me tire trop de jus, parce que j'en ai plus de jus. Ça me tente je vais me faire un petit collier ou je vais me faire des petites boucles d'oreilles. Je vais juste me concentrer là-dessus. Fait que j'ai sorti mon petit kit puis je me suis remis à faire ça. Je me suis dit, faut pas juste que tu restes benché dans les moments que tu peux, que tu travailles pas, juste benché sur ton divan, ça va tourner dans ta tête. Ça, c'est moi, personnellement, OK? Je me suis dit, je vais spinner sur tous les derniers événements. Fait que qu'est-ce que je vais faire, c'est que, tu sais, je vais me concentrer à faire quelque chose qui me demande de l'attention, mais en même temps qui me relaxe, tu sais. Fait que ça, c'est moi. Je me suis trouvé quelque chose, tu sais, comme pour canaliser mon mental. Parce que là, il était hyper actif. Quand le mental il est hyper actif, ben là, ça augmente la tension sur ton système nerveux. Puis là, moi, il fallait que je me calme le mental. Fait qu'on n'a pas toute la même façon de le faire. Il y en a pour qui ça va être le sport. Il y en a pour qui ils vont écouter une série super intéressante. Puis, tu sais, ils vont rester dans la série puis ils penseront pas à autre chose. Ça va leur changer les idées. Ben, let's go, fait binge-watch, là, tu sais, comme englouti des séries télé si c'est ça qui te fait du bien. Mais juste trouve une activité, quelque chose qui fait en sorte que ton mental puisse s'apaiser. C'est du tricot. Une de mes amies a fait de la peinture à numéros parce que, tu sais, je pense pas puis je fais juste suivre mes petits numéros. Tu sais, n'importe quoi, mais trouve-moi, toi, au moins quelque chose que tu vas faire qui va permettre de canaliser ton mental si tu as tendance à spinner beaucoup dans ta tête, OK? Fait que tout ça, et étant donné que là, je suis en couple, je vais dire aussi la communication avec mon conjoint. Parce que c'est facile de
de s'isoler aussi avec le conjoint. Puis là, la goutte qui avait fait des bras d'élevage, en plus, c'était un événement qui avait rapport avec un de nos enfants. On vit pas ça de la même manière. Qu'est-ce qui arrive à nos enfants? Donc là, c'était d'apprendre à négocier avec sa façon de voir les choses, ma façon de voir les choses, c'est quoi les choses qu'on décide de faire en tant que parent. Et une autre chose que j'ai faite, je suis allée chercher de l'aide aussi. Je suis allée chercher de l'aide d'une professionnelle, d'une psychologue pour m'accompagner depuis le mois de mars. La psychologue m'a suivie jusqu'au mois d'octobre parce que c'est une personne neutre à qui parler. Très honnêtement, je veux pas dénigrer la profession des psychologues, mais celle que j'avais, elle faisait pas grand-chose d'extraordinaire, honnêtement, là. Mais ça me dérangeait pas, parce que je me disais, moi, je suis juste là pour vomir, là. Tu sais, genre, elle est payée pour m'écouter, là. Fait que je vais vomir tout ce que j'ai à vomir, puis ça va me faire du bien, puis j'ai pas besoin de me censurer, j'ai pas besoin de dire, ah, vas-tu me trouver tannante avec ça? Non, elle est payée pour ça, là. Fait qu'on a pris le programme d'aide aux employés de mon mari, qui est un bon programme d'aide aux employés, donc j'ai pas eu à payer pour la psychologue. Et j'ai vu une psychologue une fois par mois, jusqu'au mois d'octobre. Ça m'a fait vraiment du bien aussi. Fait que comme tu vois, pour éviter le burn-out, il y a eu plusieurs mécanismes. Premièrement, essayer d'avoir un rythme de vie sain. Donc, j'avais un mode de vie très sain. Mais comme tu peux voir, dans la vie, malgré tout ce qui peut se passer, tu peux avoir un rythme de vie très sain, mais les éléments extérieurs de la vie, il peut y avoir des événements que j'appelle extraordinaires, c'est-à-dire qui sortent de l'ordinaire. Comme, qu'est-ce qui s'est passé avec mon enfant en mars, le déménagement, l'achat de la maison, la vente de la maison, les enjeux au niveau professionnel. Fait que là, à un moment donné, quand t'en as trop, là, c'est normal là, que là, t'es comme, tu ne peux plus supporter tout ça. C'est just too much. Tu peux pas supporter tout ça. Fait que là, c'est là qu'arrive à un moment donné aussi le burn-out. Il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Tac, 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 tac. Puis ça lâche pas. Ça ne lâche pas. Et puis tu peux pas contrôler. C'est des événements qui arrivent. Ça t'arrive en pleine poire, là. Puis là, c'est là qu'à un moment donné, malgré ta belle hygiène de vie, là, même si tu manges tes petits légumes, là, puis que tu manges tes petits fruits, l'antioxydant avec ton granola le matin, là, pas ça qui va t'éloigner du burn-out. Ça va t'aider à maintenir une bonne hygiène de vie, puis peut-être à être capable de, pas d'absorber plus, pas d'absorber, mais tu sais, de garder la tête hors de l'eau plus longtemps, je dirais. Mais à un moment donné, quand il y a trop d'affaires qui arrivent, c'est normal que là, à un moment donné, on se sent qu'on plie. J'ai plié. J'étais sur le bord du cap, là. J'étais sur le point, là, au mois de septembre, de lever les feux du travail puis de faire comme moi. Je m'en vais en arrêt de travail, je suis plus capable, plus rien gérer. Puis je m'en vais chez nous. Mais j'ai réussi à mettre un stop avant d'être au point où je fais juste dormir, au point où je me réveille d'une sieste puis j'ai juste envie d'en faire une autre, au point où je fais juste manger parce que c'est ça qui me réconforte. J'ai pas eu à arriver là parce que j'ai mis plein de balises avant ça pour éviter d'en arriver là, OK? Fait que ça, c'est tous les éléments que j'ai mis en place pour pas me rendre au burn-out. Mais ça, c'est mon vécu à moi. Je te le partage parce qu'il y a des éléments clés là-dedans que tu fais « Oh, ça, je le fais pas. Je vais essayer de mettre ça en application dans ma vie. » Tu sais, l'idée aujourd'hui, c'était de t'inspirer, que tu prennes de mon vécu puis tu fasses « Ah, ça, je pourrais peut-être mettre ça en application. Ça, je le fais pas. Ça serait peut-être bien de l'essayer. » Tu sais. Mais chaque personne est différente. Ça se peut que tu mettes tout en place ce que je t'ai parlé puis qu'il y a quand même un burn-out qui arrive. Parce que peut-être qu'il y a des éléments que tu n'avais pas réglés avant. Peut-être qu'il y a des prises de conscience que tu n'avais jamais fait que là, tu dois faire. Peut-être que tu es quelqu'un qui te met beaucoup de pression, autant au travail, de la pression de performance, que tu as de la difficulté à mettre tes limites, que tu veux faire plaisir à tout le monde, puis que ça fait en sorte que tu te rendes quand même au burn-out, OK? Moi, je te parle juste qu'avec tout, j'ose dire ma sagesse de tout ce que j'ai vécu, puis tout ce que j'ai transformé en tant que travailleuse de lumière, parce que c'est ce que je suis, une travailleuse de lumière, une personne qui amène les autres vers la lumière,
j'ai fait beaucoup de travail personnel. OK? Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réglées avant d'en arriver à mes 42 ans. Puis là, je continue d'en régler. Je vais en régler jusqu'à la fin de mes jours. J'ai mis beaucoup de choses en place. Beaucoup, beaucoup. Hein? Les croyances, les peurs, justement, la peur du jugement, des affaires par rapport à mon histoire familiale. Plein d'affaires que j'ai comme réglées, que j'ai travaillées, que j'ai... du shadow work, là, le travail de l'ombre, là, les parties plus ombragées de moi-même que j'ai explorées. Fait que ça aussi, c'est à prendre en considération. Fait que, tu sais, tout ça a fait en sorte que j'ai grandi, je me vois aller, j'ai mes prises de conscience, je me connais très bien. Donc, j'ai su quand j'étais sur le bord de, puis je savais qu'est-ce que j'avais à faire pour ne pas y aller, OK? Dans le burn-out. Mais ça, c'est chaque personne est différente, là, tu sais. Fait que c'est pas une recette magique que je te donne, mais je veux juste si aujourd'hui tu repars avec juste un truc, une prise de conscience, un highlight que tu fais ça, je suis vraiment contente, je me suis reconnue là-dedans, ou ça, j'ai envie d'essayer ça, mettre en place dans ma vie. Moi, je vais être, tu sais, my mission is done, là, tu sais. J'ai fait ma mission, j'ai accompli ma mission aujourd'hui avec ce podcast-là. Parce qu'on va se le dire, je me suis mis vulnérable en joie le vert. Je me suis mis vulnérable. Là, je regarde, ça fait 53 minutes, puis je suis comme... Je vais-tu le publier, cet épisode-là? Je suis seule dans mon bureau, puis je me dis, hein, vais-je le publier? Ouais, je pense que je vais le publier, parce que je peux pas avoir tout enregistré ça pour rien, puis il y a tellement de perles dans qu'est-ce que je viens de te donner. Je peux pas juste garder ça pour moi, puis je vais être transparente avec vous autres. Je vais être transparente, c'est pas parce que j'accompagne qu'il se passe rien dans ma vie puis que je passe pas au travers de certaines situations. Puis je pense que c'est vraiment en te les partageant que tu vas pouvoir toi aussi apprendre de ça, je l'espère. Puis tu sais, ça peut être d'autres situations. Tu sais, moi, j'ai vécu des situations, là, c'était principalement avec mon enfant, mais plus d'autres événements à l'extérieur. Mais tu sais, ça peut être aussi, par exemple, tu es dans une relation amoureuse qui ne fit plus pour toi. Puis tranquillement, il y a beaucoup de tristesse en toi, d'insatisfaction, puis que tu cultives ça. Ça peut amener éventuellement à un burn-out s'il y a d'autres éléments qui se rajoutent à ça. T'sais, ça peut être que tu es dans un travail qui te plaît pas, mais tu continues à rester là-dedans parce que, bon, point de vue financier ou X, Y, Z, tu dis « Ah, je peux pas ». Mais ça te tue à petit feu. Ça peut te diriger vers le burn-out aussi. Il peut arriver juste un élément dans ta vie que tu n'avais pas prévu, la maladie d'un proche, le décès d'un proche, peu importe, puis ça va te propulser. Tu sais, je dis pas que le burn-out est évitable en tout temps, là. C'est vraiment pas ça la morale de l'histoire aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vraiment te partager, tu sais, comme comment moi, je suis arrivée cette année à ne pas me rendre jusque-là. Malgré que j'étais proche, je suis pas tombée de l'autre côté parce que j'ai mis beaucoup de choses en place. Alors voilà. Puis j'en profite pour t'annoncer que je travaille sur un projet. J'ai écrit un livre il y a quelques années. J'ai fini de l'écrire en 2020 ou 2021, je me souviens plus. Le livre n'a jamais trouvé d'éditeur, finalement. Puis je l'ai mis de côté. Et j'ai décidé de le publier moi-même. C'est un livre qui va parler de mon histoire et des leçons que j'ai tirées dans ma vie, qui font en sorte que je suis la femme épanouie, extrêmement heureuse, remplie de gratitude aujourd'hui. J'étais pas la femme que je suis il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais pas du tout, c'est normal. Et j'aurais pu être très malheureuse, j'aurais pu, parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour être heureuse, mais je l'étais pas profondément parce que il y a des parties de moi que j'aimais pas encore et il y a beaucoup de choses que j'avais pas appris sur moi. Et j'ai mis ça dans un livre. Les étapes de ma transformation de travailleuse de lumière. C'est un livre extraordinaire. Il y a une partie vraiment plus autobiographique, mais qui explique
quel genre de personne j'étais enfant, adolescente, jeune adulte, parce qu'il y avait déjà la genèse, hein, de la source, là, la travailleuse de lumière, elle a toujours été là dès la plus tendre enfance. Tu vas le voir dans mon livre, tu vas le lire. Ça a commencé où, ça, cette histoire-là, ce désir-là d'accompagner les gens très, très jeunes, très, 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 très jeunes. Tu vas le voir comment ça s'est manifesté. Et par la suite, les événements difficiles de ma vie, sans être lourd, là, c'est pas un livre qui est lourd, c'est un livre qui est dans la joie, mais tu vas comprendre à travers les épreuves, les leçons que j'en ai tirées, comment j'ai transformé tout ça pour arriver à être la travailleuse de lumière que je suis aujourd'hui. Donc, je souhaite qu'il soit publié en 2026. En fait, je m'occupe de la publication, donc je souhaite être en mesure de le publier en 2026. Et j'en parle parce que là, si je t'en parle, hein, c'est que je dois le faire. Je peux plus me cacher. Donc, je vais publier ce livre-là, coûte que coûte. Tu pourras en faire l'achat. Et j'ai bien hâte de te partager ça aussi. C'est un long épisode, c'est mon plus long. J'avais fait un autre podcast, tu le sais avant, c'était écouter mon premier épisode. J'ai déjà fait une série de 150 épisodes de podcast que j'ai effacés de partout. Puis tu le sais pourquoi je l'ai fait. Donc, j'ai reparti à zéro. Hein? Un petit peu folle, la fille. Une belle folie. Donc, écoute, je te laisse là-dessus. N'hésite pas, si cet épisode-là t'a brassé, t'as appris des choses, ça parle à une amie qui vit des choses en ce moment, tu dis hey, « écoute ça, tu vas voir, ça va te faire du bien », partage, s'il te plaît, partage. Je veux que ça puisse aider le plus de femmes possible. C'est vraiment ça. C'est ma mission. Fait que, voilà. Je t'embrasse. À bientôt.